Donc je vais vous parler de la résistance aux antirétroviraux, mais en partant un petit peu des questions que vous aviez posées, c'est-à-dire comment gérer un certain nombre de situations et entre autres comment on fait quand on n'a pas de génotypage de résistance. Alors la première diapositive, elle fait finalement assez bien la transition avec la vidéo de Bobo. C'est la réplication sous traitement qui autorise la sélection des souches résistantes. C'est-à-dire qu'un virus qui ne se multiplie pas ne devient pas résistant. C'est-à-dire que si on prend bien son traitement correctement et que le traitement est efficace, la charge virale est totalement indétectable et donc il n'y a pas de multiplication virale. Et un virus non traité ne devient pas résistant non plus. Et quand je dis non traité, ça peut être un patient non traité parce qu'il n'a pas besoin de traitement pour lui-même selon les recommandations, ou bien parce qu'il a arrêté son traitement. Donc dans ces deux situations, évidemment, il n'y a pas de problème de résistance. Et le problème de résistance va intervenir, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, quand la thérapeutique va être mal prise, soit parce qu'il y a un problème d'observance, soit parce que les médicaments sont pris un jour sur deux, soit parce que la posologie n'est pas la bonne, etc., etc. Alors, quelques principes de base de la résistance. Toutes les molécules n'ont pas la même fragilité, c'est-à-dire la même barrière génétique. Et ça, c'est important parce que je pense que les traitements de première ligne que vous avez comportent deux molécules avec des barrières génétiques faibles. Et donc, la 3-TC ou FTC, vous savez que 3-TC et FTC, c'est la même chose. Hein. Donc, on peut considérer que c'est la même molécule. CET, les inhibiteurs non nucléosidiques ont une barrière génétique très basse. Donc, quand je veux dire ça, je veux dire 3-TC, FTC, névirapine et favirenz ont une barrière génétique qui est extrêmement basse. Une seule mutation va suffire pour rendre résistant au 3-TC ou rendre résistant à la névirapine et les favirenz. Et ces mutations, vous allez le voir, surviennent extrêmement vite. Elles peuvent survenir dans les quelques semaines ou mois qui suivent vraiment l'échec thérapeutique. Alors, contrairement aux IP, et notamment aux inhibiteurs de protéases boostés par le ritonavir, donc le lopinavir par exemple, ont une barrière génétique, on va dire, beaucoup plus élevée. Et là, on peut s'autoriser plusieurs semaines de réplication. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire, hein, mais en tout cas, on peut s'autoriser une réplication virale sous inhibiteur de protéases boostés en échec thérapeutique un peu plus longue, sans avoir un risque vraiment très important d'émergence de virus résistants. Alors ça, c'est une autre manière de représenter les choses sur le plan de la barrière génétique. Donc globalement, on a, on va dire, trois classes. On a les molécules à barrière génétique extrêmement faible. Donc on retrouve efavirenz, névirapine, 3-TC, FTC. Une seule mutation va suffire, la mutation 184 pour le 3-TC, la mutation 103N pour les névirapine et favirenz, et hop, vous êtes résistant. Et de toute façon, vous ne pouvez pas augmenter les doses, ça ne sert strictement à rien. Vous n'arriverez pas à passer au-dessus de la résistance. Donc voilà, vous avez grillé la molécule et vous ne pouvez rien faire de plus. De l'autre côté, les inhibiteurs de protéases boostés par le ritonavir. Et là, vous voyez qu'il faut plusieurs mutations. Chaque Mars va correspondre à une mutation pour aboutir vraiment à un virus qui est résistant. Et du coup, autant là, on a quelques semaines, autant là, on peut dire qu'on a quelques mois de réplication virale sous inhibiteur de protéases boostées avant de sélectionner vraiment un virus résistant. Donc il y a une vraie différence de barrière génétique entre ces molécules et ça c'est vraiment important quand on parle du problème de l'observance parce que c'est la clé de tout. Hein. Et entre les deux, on a les inhibiteurs nucléosidiques, donc l'AZT, la DKT, l'abacavir, le tenofovir, la DDI, et puis une molécule que vous avez dans certains pays, en tout cas chez l'adulte, qui commence à arriver, qui est l'inhibiteur non nucléosidique de deuxième génération dont vous avez probablement entendu parler, qui est l'étravirine, qui fait suite donc à névirapine et favirenz, qui est un petit peu plus résistant et pour lequel il va falloir quelques mutations pour pouvoir acquérir une résistance. Alors, on m'a demandé de vous parler de la barrière génétique faible. Qu'est-ce que c'était que la barrière génétique faible et qu'est-ce que c'était que la résistance croisée? Donc, je vous ai remis là l'algorithme, vous savez qu'on utilise pour l'interprétation des tests génotypiques de résistance, un algorithme de résistance qui est disponible sur le site ANRS, qui est remis à jour à peu près 2 fois par an et qui donne une interprétation de la résistance aux drogues en fonction des mutations qu'on a trouvées.
Donc, par exemple, barrière génétique faible, ben, vous voyez ici, je l'ai mis en rouge, la mutation M184V ou I. Une seule mutation va conduire à une résistance 3TC-FTC. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une molécule à barrière génétique faible. Qu'est-ce que c'est que la résistance croisée? Alors la résistance croisée, c'est, je les ai mis en vert ici, vous savez que l'AZT et la D4T vont sélectionner ce qu'on appelle des TAMS, des mutations d'analogues de thymidine, la 41, la 67, la 70, la 210, la 215 et la 219. Alors quand l'AZT et la D4T sélectionnent ces mutations, parce qu'elles peuvent les sélectionner, eh bien vous avez une résistance AZT D4T. Et quand elles en sélectionnent, quand vous laissez la réplication virale très longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, vous n'allez pas avoir qu'une seule mutation, vous n'allez pas avoir qu'une seule mutation 215, vous allez accumuler plusieurs mutations. La 41, la 67, la 70, etc., etc. Et à partir du moment où ces mutations sont présentes ici, certes, elles vont rendre le virus résistant à AZT D4T, puisque c'est vraiment des mutations qui sont sélectionnées par ces deux molécules, qui sont des analogues de thymidine, mais elles vont aussi croiser avec les autres molécules, l'abacavir, le tenofovir ou la DDI. Donc j'ai pris ici l'exemple de l'abacavir, et vous voyez que, alors que l'abacavir, c'est là la définition de la résistance croisée, alors que l'abacavir ne sélectionne pas ces mutations, si vous mettez un virus sensible en culture, que vous rajoutez de l'abacavir dessus et que vous laissez pousser, vous n'aurez jamais de sélection de ces mutations-là. Il va sélectionner autre chose, mais il ne va pas sélectionner ces mutations-là. Par contre, quand elles ont été présélectionnées par un traitement par AZT et D4T, eh bien, elles vont quand même empêcher l'efficacité de l'abacavir, du tenofovir ou de la DDI. Donc c'est là toute la difficulté de comprendre ce qu'est bien la résistance croisée. On pourra en reparler après si vous voulez. Donc en pratique, la résistance croisée, qu'est-ce que c'est? Résistance 3TC égale résistance FTC. 3TC, FTC, c'est la même chose, donc c'est exactement le même profil de résistance. Résistance AZT égale résistance D4T. Donc ça ne sert à rien de switcher un patient qui est en échec de D4T s'il a des mutations de résistance par de l'AZT, ça ne marchera pas. Résistance névirapine égale résistance efavirenz. Ça, une seule molécule, une seule résistance suffit, une seule mutation suffit et croise entre névirapine et efavirenz. Résistance D4T égale résistance AZT, sauf pour un cas particulier, la mutation 75 qui est spécifique de la D4T, mais bon, on va dire, pour être simple, résistance D4T égale résistance AZT. Et cette histoire de résistance croisée, si vous avez accumulé plusieurs mutations de résistance à l'AZT et à la D4T, ben vous avez un risque de résistance croisée à l'abacavir, au tenofovir et à la DDI, alors que normalement, ces drogues-là ne sélectionnent pas ces mutations-là. Alors, qu'est-ce que c'est? On va me poser la question aussi de vous expliquer ce qu'était la résistance possible. Parce que vous voyez que dans nos algorithmes d'interprétation, on a, en général, quand on a les résultats, on a trois cases. On a virus sensible, virus résistant et résistance possible. Alors, qu'est-ce que c'est que la résistance possible? Vous voyez, je vais vous prendre ici l'exemple du darunavir, qui n'est pas celui que vous connaissez le mieux, mais qui est celui pour lequel on a un algorithme le plus récent. Vous voyez que dans la case résistance, il y a toute une liste de mutations ici, et que pour être résistant, il en faut au moins 4, donc 4 ou plus. Et dans la case résistance possible, il en faut 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que parmi toute la liste des mutations qu'on a définies comme étant résistants pour le darunavir, on peut discuter de ça après sur la façon de définir la liste des mutations, eh bien, on va avoir un seuil où il va falloir que nous, on définisse à partir de combien de mutations on dit que le virus est encore sensible, on dit que le virus est résistant, ou on dit que le virus, en gros, est entre les deux. Et donc ça, c'est le pourcentage de patients qui
qui ont été mis sous un traitement comportant 2 inhibiteurs nucléosidiques. C'est des patients qui ont été très pré-traités, qui avaient des mutations aux autres inhibiteurs de protéase. Saquinavir, nelfinavir, emprénavir, ce que vous voulez, lopinavir. Et on les a switchés pour un traitement comportant 2 inhibiteurs nucléosidiques plus le darunavir. Ils n'en avaient jamais reçu. Et donc on a regardé le pourcentage de patients qui avaient une charge virale indétectable 3 mois après l'initiation du traitement en fonction du nombre de mutations qu'ils avaient parmi ce score qui avait été défini comme étant les mutations qu'il faut regarder pour le darunavir. Donc vous voyez, quand on a 0 mutation, on répond à 85%. Alors bon, on le sait, hein, les patients ne prennent jamais totalement bien et on n'a jamais d'essai thérapeutique avec 100% de charge virale indétectable. Donc 0 mutation, 1 mutation, on est aux alentours de 80% de réponse virologique indétectable. 2 mutations, on est quand même encore à plus de 50, entre 50 et 60% de charge virale indétectable. Donc on considère que le virus est sensible au darunavir. Quand on a plus de 4 mutations, vous voyez qu'il n'y a plus que 15% des patients qui répondent. Donc là, on considère que le virus est résistant. Et quand on a 3 mutations, on est aux alentours de 25% de patients qui répondent. Donc c'est vraiment un gradient. Et vous voyez que c'est ni blanc ni noir. Ça veut dire que quand on répond résistance au-delà de 4 mutations, il y a effectivement 85% des patients qui ne répondent plus, mais il y en a encore 15% qui répondent. Donc quand on a pour les inhibiteurs de protéase une liste comme ça avec un score, ce n'est pas comme tout à l'heure la mutation 184 ou la mutation 103N pour la névirapine et les favirenz, où là c'est blanc-noir, c'est résistant ou c'est sensible. Quand on a un score comme ça, c'est plus compliqué. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on vous rend résistance, certes, 85% des patients vont avoir un virus résistant et ne vont pas répondre, mais 15% vont peut-être pouvoir encore un peu répondre. Et quand on rend résistance possible, c'est la même chose. 75% des patients ne vont pas répondre, mais 25% vont répondre quand même. Donc c'est tout un... Voilà, quand on arrive à des situations thérapeutiques un peu compliquées, on peut se dire que ça vaut peut-être le coup de temps en temps de laisser des molécules qui sont en résistance possible ou en résistance, parce qu'il y a quand même une petite efficacité résiduelle qui persiste. Alors ça, c'est une notion que je voulais vraiment partager avec vous. On en a un peu discuté tout à l'heure. C'est attention aux arrêts de traitement avec les inhibiteurs non nucléosidiques. Et c'est vrai que vous avez comme première ligne de traitement des molécules, 2 inhibiteurs nucléosidiques et un non-nuc. Parce que ces inhibiteurs non nucléosidiques, névirapine et favirenz, ont une longue demi-vie supérieure à celle des inhibiteurs nucléosidiques et qu'on peut avoir un certain nombre d'arrêts, alors soit d'arrêts programmés, soit des problèmes d'observance, soit des problèmes d'approvisionnement, de rupture de stock, de rupture d'approvisionnement. Et je pense qu'il faut qu'on discute un peu de ça parce qu'il y a peut-être quelques solutions pour éviter les problèmes. Donc voilà la demi-vie des principaux antirétroviraux. Donc on va regarder dans le plasma. Ça, c'est les inhibiteurs de protéase boostée. Donc vous voyez qu'ils ont une demi-vie extrêmement courte, contrairement aux inhibiteurs non nucléosidiques qui ont une demi-vie extrêmement longue. Je vous rappelle les essais de prévention de la transmission mère-enfant par la névirapine, où un comprimé de névirapine, 3 semaines après, on faisait des dosages, on retrouvait encore un petit peu de névirapine. Donc c'est vraiment des demi-vies très très longues. Donc en pratique, comment on peut gérer les arrêts de traitement? Alors si vous avez un traitement avec 2 inhibiteurs nucléosidiques et un non nucléosidique, AZT3TC, névirapine, AZT3TC, efavirenz, D4T3TC, névirapine ou efavirenz. Si vous décidez d'arrêter le traitement, si l'enfant décide d'arrêter le traitement pour une raison ou pour une autre, ou si vous avez une rupture de stock de médicaments, une rupture d'approvisionnement, comment essayer de gérer les choses pour éviter les problèmes? En fait, il ne faut surtout pas arrêter tout en une fois. Pourquoi? Parce que si vous arrêtez tout en une fois, vous avez vu la demi-vie des molécules, ces 2 molécules-là, en une journée, vous n'en avez plus dans le plasma. Il n'y a plus de concentration plasmatique de ces molécules. Par contre, celle-là, elle va rester.
et elle va rester à une concentration suffisante pour sélectionner des virus résistants au moins 10 jours. Donc il va falloir couvrir en quelque sorte cette période-là pour essayer d'éviter ce qui est le meilleur moyen de sélectionner des virus résistants, c'est-à-dire d'être en monothérapie d'Efavirenz ou de Nevirapine pendant 10 jours. Parce que si vous arrêtez tout d'un coup, c'est ce qui va se passer. Donc, pour ne pas se trouver en monothérapie d'Efavirenz ou de Nevirapine au moment de la réapparition du virus, comment on fait? Alors ça n'engage que moi. Si vous avez des ruptures d'approvisionnement, si vous les avez uniquement sur l'inhibiteur non nucléosidique, à ce moment-là, il faut continuer les 2 inhibiteurs nucléosidiques au moins 10 jours, si vous avez cette possibilité-là. Si vous avez une rupture d'approvisionnement sur l'ensemble des molécules, qui est souvent le cas, eh bien moi je pense qu'il faut remplacer à ce moment-là le traitement par 2 inhibiteurs nucléosidiques si c'est possible, ou bien même, je sais que quand je dis ça souvent il y a un murmure dans la salle, ou bien même vous pouvez mettre 10 jours d'inhibiteurs de protéase boostée, de l'opinavir. Vous ne craignez rien en mettant 10 jours de l'opinavir en monothérapie. Et par contre, vous protégez l'Efavirenz ou la Nevirapine de la sélection de virus résistants. Si par hasard, vous avez une rupture de stock sur Triomune chez l'enfant, mais c'est pas Triomune chez l'adulte ou chez l'enfant, et que vous avez du lopi de disponible, eh bien vous remplacez pendant 10 jours par du lopinavir en monothérapie. Vous ne risquez rien sur le plan de la résistance. Par contre, la résistance au lopi. Par contre, vous préservez votre inhibiteur non nucléosidique et le jour où le traitement revient, vous allez pouvoir le remettre et ça va marcher. Parce que souvent, tout est arrêté d'un coup. On a une résistance Nevirapine et Efavirenz qui se crée, le traitement revient, on remet. Ah oui, mais on est en bithérapie. Et comme on est en bithérapie avec une autre molécule fragile qui est la 3-TC, en général, on grille la 3-TC et donc on se retrouve en monothérapie d'AZT, D4T. Donc vraiment, moi je pense que ça c'est une solution qui me paraît raisonnable. Alors l'échec virologique, vous le savez, la remontée de charge virale qui entraînera une baisse des CD4. Donc la clé c'est l'observance, on en a beaucoup parlé ce matin et je pense que c'est vraiment la plus grosse chose sur laquelle on peut travailler, qui est quand même la première cause d'échec. Et l'observance du premier traitement va être capitale et va être capitale partout. Alors il est capital, c'est capital dans les pays du Nord, mais c'est capital essentiellement dans les pays du Sud, parce que vous avez quand même moins d'options que nous. Et vous avez une première ligne, notamment chez les enfants, avec 2 molécules à barrière génétique faible. Donc c'est vraiment capital cette observance du premier traitement. Alors éventuellement, rechercher ou confirmer la résistance si vous avez accès aux tests génotypiques de résistance. Il faut discuter de façon collégiale le changement de traitement et décider si vous voulez changer ou pas le traitement. Alors ça, c'est les recommandations OMS de 2010. Et en fait, selon les recommandations OMS de 2010, c'est une équipe thaïlandaise qui a refait une évaluation, c'est-à-dire est-ce que ces recommandations pour les enfants, est-ce que ces recommandations de l'OMS de 2010 sont finalement assez stringentes, c'est-à-dire que est-ce qu'elles sont adaptées ou est-ce que finalement elles ne le sont pas. Donc ils ont pris, il y avait, je ne sais plus combien d'enfants, 1013 enfants, et ils ont fait pour tous ces enfants qui étaient traités des charges virales avec un seuil de 400 copies. Il y en avait 137 qui étaient en échec et 876 qui étaient en succès. Et ensuite, ils ont réinterprété ces échecs et ces succès en fonction des critères de l'OMS. Ils les ont replacés dans les cases de l'OMS. Vous voyez que selon les critères de l'OMS, sur les 137 qui étaient en échec, il y en avait 130 qui auraient été classés en succès par l'OMS, alors qu'ils sont en échec, ils ont une charge virale supérieure à 400. Et donc, ce n'est pas négligeable. 130 sur 1013, je n'ai pas fait le calcul, mais enfin, ça fait 15%. Voilà. Donc, ça fait 15% de mauvaise classification dans le mauvais sens d'enfants qui finalement auraient été classés en succès si on avait suivi les recommandations OMS 2010 et qui sont en réalité, quand on teste vraiment leur charge virale,
en échec. Alors, comment raisonner sans test génotypique de résistance? Alors, pour une virologue comme moi, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas de test de résistance, mais néanmoins, il faut être un peu raisonnable et pragmatique. Et je pense qu'il vaut mieux avoir un accès large à la charge virale que d'avoir quelques tests génotypiques de résistance de temps en temps. Donc, on peut essayer de raisonner sans test génotypique de résistance. Ça, c'est une étude que je voulais vous montrer. Alors, c'est chez les adultes, mais néanmoins, c'est assez intéressant parce que je pense que ça peut être relativement facilement extrapolé à l'enfant. C'est une étude qui est menée à Abidjan, pour laquelle moi, je m'occupe de la virologie, qui est une cohorte d'adultes suivis selon les recommandations de l'OMS et pour lequel on a étudié l'échec virologique et la résistance à M6, M12, et je vous montrerai aussi les résultats à M24. Donc on a à peu près 1000 patients inclus, donc ce n'est pas négligeable, hein, selon les recommandations de l'OMS. Et vous voyez qu'à M6, on a à M6, où est la charge virale? Voilà, on a 80% de patients indétectables, donc qui prennent bien leur traitement, et on a 20% de patients détectables, avec une charge virale à 300 copies. Parmi ceux qui ont une charge virale détectable, donc à 6 mois de l'initiation du traitement par Triomune, hein, c'est D4T, 3TC, Nevirapine, eh bien, vous avez 60% de virus sensibles. Ça veut dire que certes, ils sont en échec, mais en gros, ils ne prennent rien. Et ce que je disais tout à l'heure reste vrai, c'est-à-dire qu'une sélection de virus résistants ne peut se faire que si le traitement est mal pris, est pris à moitié, est pris un jour sur 2, ou 4 jours sur 3, ou 4 jours sur 7. Enfin, voilà. S'il n'est pas pris du tout, il n'y a pas de risque de sélection de virus résistants. Et vous voyez qu'à M6, parmi ceux qui ne prennent pas, qui ne sont pas les plus nombreux, c'est que 20%, et vous en avez quand même 60% qui ont encore un virus sensible aux 3 molécules, hein, dont 2 molécules à barrière génétique faible. Donc c'est là que l'observance doit intervenir, hein. C'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Si on regarde à M12, alors finalement, ceux qui prennent continuent à prendre, puisqu'on passe de 80% à 75%, donc il y en a encore 75% qui ont une charge virale indétectable. Et parmi les 25% qui ont une charge virale détectable, un an après l'initiation du traitement, ben on en a encore 50% qui ont un virus sensible. Donc il ne faut pas les switcher, ceux-là. Leur traitement de première ligne marche. Par contre, quand ils n'ont pas un virus sensible, je vais vous le remontrer sur les tables après, ben à ce moment-là, ils sont résistants dans plus de 90% des cas, soit au 3TC, soit à la névirapine, soit à l'efavirenz.